Bonjour à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à la 3e réunion annuelle de notre association. Covid oblige, notre rencontre se déroulera à nouveau par visioconférence, même si nous sommes impatients d'aller à votre rencontre. Voici un tour d'horizon des actions menées par le choix depuis le début de l'année. En janvier, Denis Labelle et moi-même avons eu un entretien fort positif avec la députée Marine Brenier suite à sa proposition de loi sur la fin de vie et les soins palliatifs. Nous avons décrit la situation actuelle dans notre pays et les souhaits de la grande majorité des Français de ne plus subir la loi de 2016 qui ne satisfait ni les patients ni les soignants et donc peu appliquée. Le problème du suicide chez les personnes âgées a également été abordé, tout comme le libre choix du patient et le besoin de rendre les soins palliatifs plus humains, sans oublier la formation qui sera indispensable pour le personnel soignant si une loi est votée. Le mois suivant, à l'invitation de la Commission des Affaires sociales, nous avons participé à une table ronde avec plusieurs sénatrices, dont Marie-Pierre de La Gontrie, qui, avec d'autres sénateurs, avait présenté un texte novateur par rapport aux autres projets parlementaires. Novateur en ce sens qu'il élargit les indications, juge que c'est aux malades d'apprécier le caractère intolérable de ces souffrances et réclame seulement l'avis de 2 médecins. Néanmoins, nous avons insisté sur plusieurs éléments. Le terme euthanasie pourrait être remplacé par aide médicale à mourir. La notion de situation avancée ou terminale restrictive doit disparaître. Supprimer toute référence à des douleurs intolérables. Les établissements privés devront aussi accepter de pratiquer l'aide médicale à mourir. Nous avons fait une analyse critique de la sédation profonde et continue, telle qu'elle est pratiquée actuellement, maintenue jusqu'au décès, qui comporte, entre autres, une déshydratation du malade, considérée comme inutile et douloureuse par nombre de médecins. Et nous avons rappelé que nous voulons des soins palliatifs à l'esprit ouvert, dignes d'une république laïque. Des échanges ont également eu lieu avec la députée Yaël Braun-Pivet, qui revendique le droit de choisir sa fin de vie. Elle est alors à l'initiative d'une consultation citoyenne sur le sujet. Nous vous invitons à y participer en allant sur le site Parlement et Citoyens. Au début mars, Denis Labelle a rencontré le député Olivier Falorni, qui avait déjà déposé une proposition de loi en 2017. Pour le député, la liberté de choisir sa fin de vie est un sujet qui illustre le mieux le dos fossé existant actuellement entre les élus et la population. Il a reconnu qu'il n'était pas souhaitable de rechercher un accord absolu au risque de réduire la portée de la loi. Son attention a été attirée sur 3 points. Supprimer la formule en phase avancée, se limiter à maladies graves et incurables. Éviter de parler de souffrances insupportables, sauf s'il est précisé que le malade en sera seul juge. Réduire le nombre de médecins donnant leur avis. Le 24 mars, le choix est intervenu à l'invitation de ce même député qui est rapporteur de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée. Cette commission réunit des députés de différents partis politiques. L'objectif était d'entendre les recommandations des associations favorables à la PPL d'Olivier Falorni. Pour le choix ont participé Annie Vallet, Denis Labelle et le docteur Yves Delocte. Marine Brenier et Jean-Louis Touraine étaient également présents. Précédemment, la commission avait auditionné les associations Alliance Vita et la fondation Jérôme Leven, hostile à tout changement de la loi actuelle. Comme à chaque rencontre avec des élus, notre association a rappelé l'urgence de légiférer, la mise en danger des citoyens. En effet, les carences de la loi actuelle entraînent des poursuites pénales, des procès d'assises. Souvenons-nous de la mise en examen de militants survenue cette année. Une loi peu appliquée car inapplicable pour nombre de médecins. Un départ croissant de Français vers la Belgique ou la Suisse. Comme elle ne s'applique que lorsque le malade est au stade terminal de son affection, la loi française ne répond pas à toutes les détresses de fin de vie. D'où le nombre croissant de citoyens français qui partent mourir à l'étranger, comme le constatent les praticiens et les associations belges. Une inégalité criante au pays des droits de l'homme, j'imagine que vous en conviendrez.
Yves Delocte, praticien belge, a rappelé que l'aide médicale à mourir, qui est le dernier soin, n'est pas un acte anodin pour le médecin qui le pratique et ne peut pas représenter une part importante du temps thérapeutique. Je reprends ces paroles. La Belgique ne pourra pas encore longtemps être le mouroir de la France. Il a exhorté les députés à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens qui les ont élus, comme l'ont fait récemment les parlementaires espagnols. Notre association a émis quelques recommandations comme en janvier et février et rappelé que nous sommes favorables tant à l'aide médicale à mourir comme en Belgique qu'au suicide assisté comme en Suisse. En plus de ces rencontres avec les politiques, nous leur avons adressé un courrier fourni dont Denis Labelle va parler. Denis, nous t'écoutons. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, en effet, comme l'a dit Nathalie, cette période a été riche en rencontres et nous, on a été prolixes en courrier. Et je crois que maintenant, les hommes politiques commencent à nous connaître. Alors, nous avons fait le choix d'envoyer beaucoup de lettres par la poste, de façon classique, pour pas que nos textes se noient dans le flot des demandes et des recommandations et des informations que les hommes politiques reçoivent. Alors, dans un premier temps, nous sommes adressés aux 50 sénateurs et sénatrices qui avaient signé le projet de loi de Madame Marie-Pierre de La Gondrie. Comme vous l'a dit Nathalie, ce projet de loi était certainement le plus intéressant des 5 projets qui ont été publiés au journal officiel. Parce que, comme elle nous l'a dit, il était plus précis, moins exigeant en ce qui concerne le problème des souffrances et le nombre de médecins. Et il apportait un air nouveau à ces projets de loi. Malheureusement, à peine présenté, il a été bloqué par les opposants au Sénat. L'article 1er a été refusé et donc Madame de Gondry a retiré son projet de loi. Néanmoins, il faut noter que la différence entre les opposants et les pour n'était que de 19 voix, ce qui montre que l'opposition perd du terrain. Alors, instruit de cet échec partiel, nous avons décidé d'élargir notre action au niveau des élus du Parlement et nous avons adressé donc une lettre personnelle aux 577 députés par la poste. Et dans ces lettres, nous avons précisé de façon très personnelle que, ce vote allait être peut-être le plus important de leur mandat et que, 2, le moment était venu pour eux de se poser la question. Tout le monde va mourir. Et vous, ce jour-là, qu'est-ce que vous souhaiterez? Avoir votre corps déshydraté et une agonie prolongée pendant des jours, voire des semaines? Ou est-ce que vous souhaitez avoir une fin rapide et indolore? Je crois que le texte a fait réfléchir un certain nombre, car nous avons reçu plus de 60 réponses de députés. Bon, certes, la plupart étaient défavorables au projet de loi, mais il y a tout de même un certain nombre d'opposants qui nous ont expliqué en long et en large pourquoi ils étaient opposés. Alors, le débat au Parlement, pour être franc, moi j'ai été très surpris et très agréablement surpris. Pour plusieurs raisons. D'abord par la participation qui était importante. Les 2/3 des députés étaient présents, ce qui n'est tout de même pas très fréquent pour une niche parlementaire. Ensuite, on était en pleine pandémie. Donc, on s'attendait plutôt à avoir une assemblée clairsemée comme on l'avait eu en 2009. Et deuxième surprise, à peine terminé l'exposé, Olivier Ferroni a été ovationné. Les députés se sont levés. Puis, deuxième ovation pour Jean-Louis Touraine. C'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait surprenant. Et nous avons l'impression que malgré les 4000 amendements d'une minorité qui ont voulu bloquer le débat, on engageait un véritable débat parlementaire. Pour une fois, ce n'était pas l'unanimité molle que nous avons connue dans le passé, devant une loi floue, ambiguë, comme les lois précédentes, les lois Leonetti ou Claes-Leonetti, qui ont eu l'unanimité. Mais non, c'est bien le débat, ça prouve que c'est la vie démocratique. Et puis,
c'est normal que les gens s'affrontent sur un sujet de société. Il n'y a aucun sujet de société important qui n'a pas connu de débat parlementaire houleux. Je dirais même que l'unanimité au Parlement est toujours douteuse. Alors vous connaissez la suite. Seul l'article 1er a été voté, mais c'est l'article principal, celui qui veut autoriser l'aide médicale à mourir. Et cet article a été voté à une très large majorité, 240 pour contre 48 contre. Je pense personnellement que c'est un véritable tournant historique, même si ces 4000 amendements ont empêché de poursuivre le débat, il a été bloqué, et même si le gouvernement actuel a manifesté son opposition au projet. Les jours suivants, 296 députés parlementaires de tous bords ont envoyé une lettre commune au Premier ministre pour lui demander d'ouvrir une plage de discussion pour poursuivre le débat et aller plus loin dans la réforme législative. Donc voilà, on est devant une première étape, mais une étape, je crois, historique. Après ce vote, nous avons adressé des lettres, parce qu'on continue à être stimulant, à Jean-Louis Touraine et Olivier Falorni pour leur demander un entretien, une rencontre pour savoir comment on peut poursuivre notre action. Et puis on aimerait bien aussi attirer leur attention, puisque l'article 1er a été voté. L'article 4 nous pose problème. Cet article, Nathalie en a parlé tout à l'heure, c'est l'obligation d'avoir l'avis de 3 médecins avant de pouvoir bénéficier d'une aide médicale à mourir. C'est un article, je crois, personnellement fondamental, parce que si on multiplie les obstacles, on rendra la loi difficile à appliquer, surtout dans une période où on manque de médecins, surtout dans des zones de désertification médicale. Et nous serions aussi très ouverts à ce que l'infirmière qui a soigné le patient puisse donner son avis et la personne de confiance. Voilà où nous en sommes. Nous sommes convaincus que le changement va arriver et que nous sommes vraiment à un tournant. Nous avons envoyé aussi des lettres au ministre de la Santé, Olivier Falorni, alors là avec accusé de réception, et puis au Premier ministre de la même façon. Et puis on se dit que si les politiques ne nous entendent pas une fois de plus, eh bien, nous tournerons une fois de plus vers les citoyens. À cette occasion, j'en profite pour vous dire que la pétition réclamant un référendum d'initiative citoyenne est toujours en liste. Nous avons maintenant 54 000 signatures. C'est bien, mais pas suffisant. Donc, j'en profite pour vous dire, faites-la signer autour de vous. Si chacun fait signer à une personne, nous pourrons rapidement doubler le nombre de signatures. Alors, nous ne sommes pas limités à ces actions-là. Et donc, je vais repasser la parole à Nathalie, en particulier pour nous parler d'une initiative qui vient d'Elisabeth Condamine, qui est un médecin et qui fait partie du conseil d'administration, et qui rassemble les témoignages des victimes de la loi Castellonetti. Nathalie, tu peux donner plus d'explications. Voilà. Oui, en effet, quelques mots sur ce projet visant à récolter des témoignages de victimes de la loi Claes-Leonetti. Les victimes, bien évidemment, en premier, ce sont les personnes qui sont mortes de façon déplaisante, douloureuse, mais ce sont aussi les personnes qui restent, les proches, qui ont vu un parent mourir dans des conditions terribles et qui en souffrent aussi. Donc, de plus en plus de familles témoignent de la fin de vie trop souvent douloureuse et difficile d'un parent, des conditions parfois inhumaines du départ du malade, sans oublier la souffrance ressentie justement par ceux qui restent. Alors, le docteur Condamine reçoit ces témoignages dont l'objectif final est un livre blanc. Elle est à votre écoute si vous souhaitez en parler, si vous souhaitez lui écrire, lui téléphoner. N'hésitez pas. Plus nous serons nombreux à témoigner et plus ce livre blanc aura du poids. Il peut avoir du poids effectivement vis-à-vis des élus, vis-à-vis d'un gouvernement aussi. Voilà. Donc les coordonnées relatives à cette action figurent sur le site et également sur notre page Facebook. Nous avons mené aussi d'autres actions. Nous sommes de plus en plus souvent contactés par les médias, qu'ils soient français ou étrangers.
les premiers voulant mettre en lumière cette aide médicale à mourir illégale en France, et les seconds se demandant pourquoi nous n'avons toujours pas légiféré, contrairement à certains pays voisins. Début avril, l'émission Envoyé spécial Euthanasie clandestine de Tabou a enfin été diffusée. Cette émission était prête depuis près d'1 an et demi. Les témoignages de familles, mais également de médecins tels Bernard Senet ou Denis Labelle, ont suscité de nombreux retours positifs. Une interview de ce dernier, justement, a été réalisée par James Hyde. Pour rappel, toutes les vidéos relatives au choix sont consultables sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Actuellement, quelques membres du choix et de l'association suisse Life Circle participent à un projet de théâtre sur le thème de la mort assistée et du deuil. C'est la metteur en scène qui contacte les personnes et qui échange avec elles. Le spectacle, une fois monté, sera joué dans plusieurs villes de France. Nous répondons également à des malades qui se tournent vers nous pour avoir des informations, soit dans l'espoir de bien mourir en Suisse ou en Belgique, soit tout simplement pour savoir comment parler à son médecin, comment faire respecter les directives anticipées. Nous répondons aussi à de nombreux étudiants qui, comme sujet de fin d'études, thèse, court-métrage, etc., choisissent l'aide médicale à mourir. Nous les en félicitons et nous leur souhaitons bonne chance. Bien évidemment, là aussi, nous sommes à leur disposition. Dès que cela sera possible, le choix lancera un appel à candidature afin d'être présent au sein des EHPAD et autres établissements de soins comme RU, c'est-à-dire représentants des usagers. À la demande de nombreux adhérents, nous souhaitons aussi relancer le développement des représentations régionales dans les prochains mois. Ce développement avait été gelé à cause de la pandémie qui empêchait toute rencontre publique. Enfin, et non des moindres, le choix a apporté son soutien au docteur Bernard Senet. Je repasse la parole à Denis Labelle. Denis. Merci Nathalie. Oui, en fait, comme vous le savez, la presse en a beaucoup parlé. 11 militants ont été convoqués par la justice pour avoir transmis une information sur la vente du père Total par Internet. Cette action judiciaire, en fait, faisait suite à une descente de police qui s'était passée il y a un peu plus d'1 an chez 120 personnes qui avaient acheté à l'étranger du pentobarbital par Internet. Nous pensions l'affaire classée et en fait, pas du tout, la justice a poursuivi son cours. Et ces militants qui font pour la plupart, enfin, font tous partie d'Ultime Liberté, ont été mis en accusation. Sur ces 11, il y en avait 3 qui faisaient partie aussi du choix. Et donc, nous avons dans un premier temps d'abord apporté notre soutien à nos amis d'Ultime Liberté, parce que leur combat est tout de même très proche du nôtre. Et nous leur avons proposé donc de prendre en charge les 3 militants qui faisaient partie des 2 associations. En pratique, ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela, car l'un des militants qui faisait partie du choix a préféré être soutenu par Ultime Liberté parce que son passé de militant Ultime Liberté était important. Une autre a souhaité prendre son avocate. Et donc, nous avons concentré notre action pour défendre notre ami, le docteur Bernard Senet, seul médecin mis en accusation. Dans un premier temps, pour le soutenir, nous avons envoyé une lettre à tous les médecins faisant partie de l'association, puis à des médecins faisant partie d'associations amies ou à des syndicats médicaux, partageant nos points de vue. Et nous avons donc recueilli assez rapidement 230 signatures de soignants, dont 200 signatures de médecins qui soutiennent Bernard Senet. Grâce à vous et grâce à ces signataires, nous avons pu également rassembler une somme qui, pour l'instant, nous suffit pour démarrer les frais d'avocat, bientôt les frais de transport des témoins et, qui sait, les frais de justice. À 2 reprises, Bernard a été reçu par le juge en présence de son avocate, maître Laurence Bedossa, que j'en profite pour la remercier d'être à nos côtés dans ce combat. Les autres militants ont également été reçus par la juge. La justice suit son cours, mais ce procès va paraître bientôt complètement désuet compte tenu de l'évolution législative qui est en cours. Voilà donc ce qui m'offre une
une occasion de transition pour donner la parole à Bernard, qui va vous dire rapidement, Bernard, quelques mots sur ta situation. À toi, Bernard. On ne t'entend pas. Ça y est. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour à tout le monde. Donc, je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir dans cette affaire judiciaire qui, pour le moment, n'est pas terminée, qui risque de durer longtemps. Je commence déjà par me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas éventuellement. Donc, je suis un généraliste retraité. J'étais installé dans un village du Vaucluse. Pendant 35 ans, j'ai exercé la médecine générale et j'ai travaillé également dans un hôpital local. Et j'ai participé à la création de lits identifiés de soins palliatifs, en gros une petite zone de soins palliatifs. Il y avait d'abord 4 lits et maintenant 8 lits. Et je le précise parce que je crois que c'est très important de bien expliquer que le combat pour l'euthanasie, pour l'aide médicalisée à mourir et pour les soins palliatifs est complètement le même. C'est-à-dire qu'il faut développer les soins palliatifs, il faut donner plus de moyens, et puis il faut aussi nous donner une loi qui permette d'aider les gens en fin de vie quand ils le demandent, à leur demande. Ça représente dans les pays qui ont légalisé depuis longtemps 2%, 1,5%, 2 ou 3% de la population qui décède. Ça ne représente pas beaucoup, mais rien que pour ces gens-là, c'est très important. En France, ça représenterait, si la loi était votée, comme en Belgique par exemple, 10 000 personnes par an. On peut rappeler le chiffre de 10 000 suicides déclarés en France par an. En fait, j'ai depuis longtemps déclaré publiquement que j'avais aidé des gens, en espérant que d'autres médecins le diraient, puisque en fait beaucoup de médecins le font. Pas beaucoup de médecins ont suivi cette voie, donc ça n'a pas fait beaucoup avancer les choses. La première fois que j'ai déclaré ça, c'était dans une émission qui s'appelait Bas les masques de Mireille Dumas en 1993. Et depuis ces années-là, beaucoup d'amis, beaucoup de gens avec qui j'ai milité pour cette cause me disaient « mais tu n'es jamais passé en justice, comment ça se fait qu'on ne t'attaque pas ?» Alors la première raison, c'est certainement qu'il n'y avait aucune famille qui avait envie de porter plainte parce que les choses s'étaient bien passées. La deuxième, c'est que les procureurs de la République n'avaient sans doute pas envie de mettre sur le tapis un sujet à consonance tout de même très politique, même si c'est très transversal, mais ça mettait les hommes politiques mal à l'aise. Donc, là, ce que Denis vient de vous expliquer, c'est-à-dire cette perquisition chez 130 personnes qui avaient toutes commandé du pain total au Mexique, qui avaient été dénoncées par les douanes américaines, qui ont donné donc une liste. Moi, je n'ai pas été perquisitionné puisque je n'avais jamais moi-même commandé de produits. J'avais simplement donné les coordonnées d'un fournisseur de produits mexicain. Donc, les 130 personnes ont été perquisitionnées. Beaucoup, pratiquement toutes, ont donné leurs produits sans résister à la police ou à la gendarmerie. Les gendarmes et les policiers les ont beaucoup interrogés, sont remontés dans leurs ordinateurs et ont fini par retrouver, on va dire, cristalliser sur 11 personnes, donc 10 personnes qui ne sont pas médecins et moi-même, toutes appartenant à l'association Ultime Liberté. Et du coup, il y a eu mise en examen de ces 11 personnes. Alors moi, je suis évidemment solidaire de tous. Je suis dans un cas un petit peu plus particulier puisque je suis médecin. J'ai toujours, mais je pense que les autres personnes aussi, agi à la demande du patient, avec, si possible, l'accord de l'entourage, et dans des pathologies évolutives, pas forcément à des stades terminaux. C'est pour ça que je crois que les précisions que vous a données Denis sur la loi et qu'on insiste, c'est très important qu'on insiste sur le fait que les gens ne soient pas vraiment au bout du rouleau, ils soient dans des situations qu'ils ne peuvent plus tolérer, même si
leur espérance de vie dans cette mauvaise situation peut être encore longue, relativement longue. Au niveau justice, les critères d'inculpation sont quand même assez sérieux puisque c'est propagande en faveur d'un produit permettant de se donner la mort, complicité d'importation, complicité d'acquisition du dit produit et contrebande. Contrebande, ça fait un peu sourire, mais bon, parce qu'aucun d'entre nous n'a tiré bénéfice de cette aide que nous apportions. Les comptes bancaires ont été explorés. La justice a fait son travail très sérieusement et on ne peut pas trop espérer qu'il y ait un non-lieu compte tenu des moyens mis en cause. 135 personnes perquisitionnées par 5 à 6 gendarmes ou policiers, vous voyez ce que ça, le même jour, vous voyez ce que ça représente comme effectif de police mobilisé. Donc, ils ont mis un gros paquet dans leur enquête. Ce serait étonnant que ça aboutisse pas à quelque chose. Alors, on peut espérer, comme dit Denis, que le procès n'aura certainement pas lieu avant 2022, voire 2023. Le procureur nous a bien expliqué qu'il y avait une file d'attente pour les procédures. Enfin, vous savez que la justice est un tout petit peu encombrée tout de même. Là, je trouve qu'elle s'encombre vraiment beaucoup elle-même. Enfin, donc, ce ne sera pas avant 2022-2023. Et d'ici là, il y aura peut-être, on l'espère, enfin, on peut l'espérer, une loi. Alors là, ce serait formidable, parce que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, on risque d'être condamné pour quelque chose qui serait devenu légal. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Oui, l'avocate espère beaucoup obtenir un non-lieu. Elle va faire son mémoire en défense avec cette demande, en argumentant sur le fait que je n'ai pas incité les gens à se suicider, que les gens sont plutôt venus vers moi, je ne vais pas aller les chercher, en argumentant sur le fait que la contrebande d'un produit qui ne rapporte pas d'argent, ça n'a pas beaucoup de sens. Et voilà, elle va développer ses arguments. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui me soutiennent, à vous demander d'appeler, si vous pouvez, des soignants, des médecins, des infirmiers, à témoigner de leur soutien. Parce que c'est important, le nombre de soignants. Bien entendu, tous les gens non soignants, toute la population, ça c'est important, mais des soignants, je pense que c'est vraiment important. Donc, allez demander à votre médecin traitant, allez demander à vos infirmières, allez demander à des médecins retraités, ils sont peut-être plus souples. Enfin, voilà, essayez de trouver du monde pour le soutenir. Et puis, je remercie évidemment toute l'équipe du choix parce qu'ils se sont mis derrière moi avec une énergie farouche et une grande efficacité. Voilà. Et j'ai une avocate qui est très tonique. Merci beaucoup. Je pense que c'est Annie qui parle après. Elle est... On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Non? Oui, nous vous entendons. Voilà, bon, merci. Donc, je vais prendre tout de suite la question concernant Bernard Sonnet. Quelqu'un veut savoir quel est le montant approximatif du soutien financier que nous avons déjà recueilli et surtout, a-t-on besoin d'un peu plus? Alors, avant de passer aux questions, je voulais dire qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas arrivées à se connecter. Donc, il y a, semble-t-il, quelques problèmes de connexion, peut-être dans la région de Grenoble, parce que Christian Gachet n'a pas pu se connecter. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, qui veut répondre à cette question? A-t-on besoin de plus? Comme j'étais en contact avec Bernard Sonnet et l'avocate, si vraiment il y a un procès et qu'on veut mobiliser beaucoup de témoins, ça va être très lourd sur le plan financier, parce qu'il faudra les convoquer avec citation d'huissier. Donc, j'allais dire, il faut être prudent et si vous voulez encore nous soutenir, me semble-t-il, n'hésitez pas. Madame Ouellet, je me permets d'intervenir.
Oui, Nous ne pouvons pas donner des instructions orales aux personnes qui ne peuvent pas suivre l'audio. Je vais me permettre, j'ai posté un petit message pour tenter de réduire, de pouvoir suivre l'audio oui, de cette conférence et des interventions. Je partage un écran. oui. Si l'image ou le son se fige, cliquez sur le bouton Live si vous êtes sur un support Apple ou sur le bouton Pause, puis Play si vous êtes sur Windows, et apparaît en bas à droite du webcast les icônes de niveau de son. Donc, je magnifie le petit texte là, c'est augmenter le volume icône en bas à droite. Ça a résolu le problème de certains sympathisants militants qui étaient connectés tout à l'heure. Je coupe mon micro. OK. Donc, qui veut compléter la réponse que je viens de donner, je me suis permis de donner, concernant le soutien à Bernard Sonnet? Denis, Nathalie? Et éventuellement. Voilà, bon, effectivement, comme ça a déjà été fait, le choix remercie les personnes qui ont déjà soutenu, soit en signant notre papier, soit en versant de l'argent. À ce jour, nous avons 19 000 €. Alors, pour l'instant, ça paraît effectivement être une somme conséquente, mais nous ne connaissons pas l'issue de la procédure, d'un éventuel procès et les frais qui en découleront. Donc, pour le moment, si les gens veulent bien encore participer aux cagnottes, eh bien, ce serait formidable. Voilà. Mais de toutes les façons, l'argent sert pour le moment à payer aussi les frais d'avocat. Voilà. Annie, on n'entend pas. On n'entend pas, On Annie. n'entend pas, Annie. Oui, il y a aussi une question sur le livre blanc. Donc, quelqu'un trouve l'idée formidable et demande que pour développer les témoignages, ces témoignages soient anonymes. Je pense que vous allez répondre favorablement à ça. Bien. Mais je pense que les témoignages, certaines personnes souhaitent témoigner anonymement, et nous respectons, bien évidemment, et d'autres personnes assument leur témoignage jusqu'au bout et souhaitent que leur nom soit indiqué. Donc, je crois qu'il faut laisser une liberté à ces personnes qui veulent bien témoigner, parler de ce qu'elles ont vécu et de ce que leurs proches ont également vécu avant de mourir. L'un ou l'autre, dans un livre blanc, les noms peuvent être mis si les personnes sont d'accord. Nous sommes encore dans une démocratie, donc on peut penser que si on met son nom sur un papier, cela n'entraînera pas de gros problèmes. Voilà. Alors, il y a également des questions concernant le projet de loi, et notamment la notion difficile de stade avancé. Quels sont les critères exacts pour définir qu'un malade est en stade avancé et pourrait avoir le bénéfice de l'aide à mourir? Je pense que Denis… Oui, je veux bien répondre. Voilà. Ça fait partie de ces mots vagues qui gênent considérablement ensuite l'application de la loi. Avancer, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le malade qui se rend compte. C'est lui qui a, je dirais, la sensation d'évolution de sa maladie. Et c'est sa liberté qu'il faut respecter. Ce n'est pas aux législateurs de dire ou aux médecins ce stade est avancé ou pas avancé. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Lorsque la souffrance est telle, lorsqu'on a l'impression que la vie n'est plus au rendez-vous, lorsqu'on a l'impression que voilà, le temps est venu, que la vie a été accomplie, comme va nous le dire François, eh ben, c'est à la personne d'être considérée qu'en effet, la situation est avancée. Donc c'est un mauvais mot, c'est pour ça qu'on a demandé de le retirer, car il ne correspond à rien de précis.
et qu'il faut mieux donner aux malades la possibilité de choisir son moment. Alors, toujours au sujet du projet de loi, est-ce qu'il est prévu dans ce projet de loi qu'il y ait une commission de contrôle et comment elle fonctionnerait? Est-ce qu'il y aura une commission comme il y a en Belgique, par exemple? Je peux commencer, puis Nathalie complétera. Une commission de contrôle, tous les pays où il y a une loi sur l'aide médicale à mourir ont une commission de contrôle, ça paraît une évidence. Et lorsqu'il y a des pays qui ont le suicide assisté, il y a aussi une commission de contrôle. Donc ça paraît évident qu'il y aura une commission de contrôle. Maintenant, on ne peut pas prévoir exactement la constitution de cette commission, c'est un peu tôt, puisque la loi n'est même pas passée. Mais elle fera certainement intervenir des experts volontaires, des associations, etc. Très difficile d'en dire plus pour l'instant. Alors, toujours sur les conditions d'accès à cette aide médicale à mourir, si on n'est plus en état de lucidité pour la demander, quelles dispositions faut-il prendre avant pour pouvoir en bénéficier? Je vais peut-être commencer à répondre et Denis développera. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être confronté à l'urgence pour s'occuper de sa fin de vie. Il faut lever le tabou, parler à ses proches, parler à ses soignants, mettre ses souhaits par écrit, c'est-à-dire remplir des directives anticipées et au moins considérer le refus d'acharnement thérapeutique. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour penser à sa fin de vie, penser à ses conditions de fin de vie, même si pour le moment, nous n'avons pas une loi en France. Je crois que c'est un peu, penser à sa fin de vie, c'est un peu comme prendre une assurance pour sa voiture ou pour sa maison. Personne ne souhaite subir un sinistre, mais nous agissons en personne responsable. Et donc là, je crois que c'est un peu la même chose. Moi, il y a des années que j'ai rempli des directives anticipées, que j'ai parlé à mon médecin, que je sais ce que je veux et que je sais ce que je refuse. Et en parler est une excellente chose. Oui, j'ajouterais que, contrairement à la voiture, on n'est pas sûr d'avoir un accident. Par contre, on est sûr de terminer sa vie. Et ça, personne n'y échappera. Et la mort est encore un sujet tellement tabou chez nous qu'on n'ose pas dire, ben voilà, j'ai envie de vivre, j'ai envie de bien vivre et j'ai envie de bien mourir. Voilà, les deux vont ensemble. Et donc, il est urgent qu'il y ait de véritables campagnes pour que les gens remplissent leur directive anticipée, qui est un mauvais terme. Moi, je préfère le testament de vie, on peut trouver un autre terme, mais au moins que ça parle aux gens, directive anticipée. Je ne sais pas si les gens savent très bien ce que ça veut dire, sauf les gens qui sont très au courant. Il n'y a que 18%, je crois, de gens en France qui ont rempli leur directive anticipée. Après, ça fait maintenant plus de 15 ans. C'est un échec total. Donc, il faut reprendre le problème, voir comment on peut faire en sorte que les gens rédigent leur directive anticipée, quel que soit l'âge. Un accident de voiture, une maladie grave, une pandémie. Hein, ça peut arriver. Et à ce moment-là, on découvre que la mort est là, au tournant. Donc, c'est une urgence de remplir ces directives anticipées et de les écrire à la main. C'est un très bon moyen d'affirmer son désir. Et pour le médecin qui lira la directive anticipée, ça a beaucoup de valeur de voir que la personne l'a écrite à la main, l'a datée et l'a signée, plutôt qu'un document préétabli. Pour rebondir sur ce que vient de dire Denis, Léonard de Vinci avait écrit « Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Bien, je pense qu'effectivement, pour ne pas gémir, lorsque l'on aime la vie, eh bien, il faut penser à sa mort. Bon, toujours au niveau de la nécessité de faire bouger les choses en France, quelqu'un demande quand on pourrait organiser un grand débat télévisé avec des personnes favorables à la fin de vie, même s'ils sont des soignants de soins palliatifs, et des personnes qui sont opposées de manière à ce qu'on mette sur la table les positions des uns et des autres. Alors, comment organiser ce débat télévisé? Quelqu'un veut... Je veux bien répondre. Déjà, c'est une excellente question, mais ce n'est pas aux associations de décider de la programmation d'une chaîne de télévision, chaîne nationale ou régionale, peu importe.
c'est à la chaîne de télévision, à la direction, d'y réfléchir et d'organiser quelque chose. Dans ce cas, bien évidemment, je suis persuadée que les opposants, tout comme des gens comme Le Choix, Ultime Liberté ou la DMD, seront d'accord pour participer. J'ajouterais qu'il y a tout de même pas mal de débats par période à la télévision et à la radio sur ce sujet. Ce n'est pas très productif, disons que c'est indispensable, on pourra en parler, mais ce n'est pas toujours très productif. Il faut que chacun réfléchisse à son problème personnel. C'est ce qu'on avait écrit aux députés. C'est votre problème, vous d'abord. Ça, je crois que c'est très important. Annie ? Moi, je voulais compléter un petit peu ce que disait sur cette notion de maladie en phase terminale. Je crois que c'est la notion d'irréversibilité qui est importante. C'est-à-dire que si on est dans une pathologie qui ne fera pas marche arrière et qu'on s'y sent mal, je crois que c'est beaucoup plus important que cette espèce d'idée de pronostic à court terme, de mauvais pronostic à court terme. Ça n'a rien à voir. Mais tous les gens que j'ai accompagnés, il y en avait qui avaient effectivement des maladies qui auraient pu encore durer longtemps, mais sans qu'ils récupèrent l'état dans lequel ils étaient, qui était pour eux un état, pour eux, pas pour moi, hein, pour eux un état insupportable. Je ne sais pas si Denis et Nathalie sont d'accord avec cette oui, moi, c'est le choix de la personne qui compte. Ce que je considère comme être ma qualité de vie ou mes limites, il n'y a que moi, ben oui. je peux le dire. Alors, on est d'accord avec moi ou on ne l'est pas, mais tout ce que je demande, c'est que l'on respecte mon choix. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une loi qui permette aux gens de s'exprimer et surtout d'être respectés. Et je voulais aussi ajouter que le fait de rédiger ces directives anticipées ou son testament de vie, moi j'aime mieux aussi ce terme de testament, c'est la même idée, permet d'en parler à sa famille, à son entourage. Et quand on arrive au moment où les choses vont mal, et où bien entendu l'entourage va mal aussi, parce que la famille, elle va pas bien quand la personne est malade. Si ça a déjà été anticipé, ça se passe beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours très bien, attention, hein, mais le fait que l'entourage ait été averti plus ou moins longtemps à l'avance de la volonté de la personne, que les familles en aient discuté ou que la discussion ait circulé, que les écrits aient été distribués, même sans les discuter, je crois que c'est très important de l'avoir fait et ça permet d'avoir une fin de vie, enfin, que le groupe familial, l'entourage, accompagne mieux la personne dans plus de tranquillité, de respect. Je rappelle que les directives anticipées sont disponibles sur le site de l'émission et de l'association, si j'ai bien compris. J'ai une petite à rajouter, c'est que quand on commence à choisir la personne de confiance, on commence à dialoguer et on commence à parler de ce problème. Et donc, faire son choix de la personne de confiance, c'est essentiel. Alors, toujours sur ce problème de comment aboutir à une loi en France, une personne pose la question, quels sont les principaux opposants en France? Est-ce que vous pouvez les rappeler? Je pense que Denis va se faire un plaisir de répondre. Hélas, ils sont nombreux. Il y a une sorte de fossé énorme en France entre, je dirais, le désir de la population qui souhaite, et l'a exprimé X fois depuis 20 ans, à 90%, un changement de la loi, et en face, une sorte de, je dirais, je ne veux pas dire élite, ça serait excessif, disons de comité médical, juridique, politique, religieux. Oui. Et tous ces groupes se soutiennent, maintiennent une même opinion, forment un lobby vis-à-vis du monde politique. Et si je prends par exemple le monde médical, moi je vois par exemple le Conseil d'ordre des médecins, qui n'a jamais réussi à accompagner un changement sociétal. Le comité d'éthique, pas très clair. Toujours, c'est un nombre de personnes qui sont nommées en moitié par les politiques, qui s'estiment maîtres de l'éthique, mais au nom de quoi, dont la pratique ne correspond pas toujours à une connaissance du sujet.
Et puis la Société française des soins palliatifs qui pose un problème. Je ne parle pas des gens qui travaillent dans les soins palliatifs, qui sont souvent pleins de bonne volonté, mais la société elle-même qui donne le là aux soins palliatifs pose problème, est une opposante radicale à tout changement de la loi. Voilà, déjà sur le plan médical, c'est trois oppositions, ces trois éléments d'opposition. Mais il y a aussi le domaine juridique qui ne veut pas bouger. Il y a les hommes politiques qui promettent et ne font pas. On a eu plusieurs exemples. Et puis, il y a derrière cette ombre religieuse, puisque toutes les religions monothéistes sont opposées à l'aide médicale à mourir. Et à chaque fois que dans un pays, le débat est ouvert, on voit monter au créneau les religieux pour s'opposer à cette liberté de conscience, car tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire. Et nous sommes ici dans une république laïque où il y a séparation des églises et de l'État, et donc les gens qui ne sont pas croyants doivent être entendus de la même façon que les gens qui sont croyants. Alors, il y a également des témoignages d'encouragement pour nos actions, et puis il y a, je voudrais vous lire le commentaire de Maître Laurence Bédossa qui est connecté et qui nous dit concernant disons l'ensemble du montant financier du procès éventuel qui va avoir lieu pour défendre Bernard Senet, que outre les huissiers que nous avons cités, il faudra aussi peut-être qu'elle soit joigne un avocat pour le Conseil constitutionnel ou la Cour de cassation. Donc, les dépenses risquent d'être quand même assez élevées. Voilà sa mise en garde en quelque sorte. Alors ensuite, on passe à des questions plus d'informations sur l'association. Une personne demande combien d'adhérents avons-nous à ce jour? Son nombre est-il en progression? Et puis une deuxième question qui concerne les relations avec l'ADMD. Une personne qui est à la fois membre de l'association Le Choix et membre de l'ADMD se pose la question de savoir s'il y a une opposition entre l'objectif de l'ADMD et celui de l'association Le Choix. Bien. Si Denis est d'accord, je vais répondre sur le nombre, sur l'évolution des adhérents et le laisser répondre à la seconde partie de la question. À ce jour, nous avons environ 1300 adhérents et nous recevons de nouvelles adhésions chaque jour. Donc ça, je remercie toutes les personnes qui le font et des gens qui étaient déjà membres et qui renouvellent leur cotisation. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et nous espérons donc que le nombre d'adhésions va exploser. Voilà. Denis? Répondre à cette question sur l'ADMD, je crois que la grande majorité des personnes qui ont adhéré au choix, qui font vivre le choix, ont connu l'ADMD, ont été à l'ADMD et ont quitté l'ADMD parce qu'ils ne trouvaient pas les moyens de défendre ce qu'ils souhaitaient. Ça ne veut pas dire que sur le fond du problème, il y a une divergence majeure. Il y a un certain nombre de petits points sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais sur le plan de l'action, sur le plan de la volonté de faire avancer les choses, sur le plan de mobiliser les hommes politiques, et je dirais de façon groupale, non pas seulement une seule personne, mais en groupe, eh bien, nous n'avons pas tout à fait la même tactique. Je prends des exemples de petites différences. Par exemple, nos directives anticipées, eux, ils ont pris les directives anticipées classiques, je dirais officielles. Nous avons été un peu plus loin en disant, voilà, la liberté des gens justifie que l'on ait des directives anticipées telles qu'on le souhaite. Les soins palliatifs, bien sûr, nous sommes d'accord avec les soins palliatifs, mais nous voulons une mutation des soins palliatifs, c'est-à-dire des soins palliatifs qui soient ouverts, qui ne soient plus tenus par un carcan religieux, mais qui soient un soin de lien avec l'aide médicale à mourir, comme cela se passe en Belgique. Et donc, il faut des soins palliatifs, il faut peut-être réfléchir aussi sur la mode de soins palliatifs, sur la forme mobile, à domicile, peut-être plus que multiplier les unités. Enfin bref, on n'a pas tout à fait la même analyse là-dessus. Et puis, notre volonté, c'est d'agir, vraiment d'agir. Et à chaque fois qu'on le peut, on intervient. On est intervenus les uns et les autres lors des procès, ce qui n'a pas toujours été le cas de l'ADMD. Et donc, nous souhaiterions, bien sûr, travailler ensemble. Nous ne demandons pas mieux. Nous souhaitons travailler avec Ultime Liberté, avec laquelle nous avons de très bonnes relations. Et nous voulons un jour que l'ADMD, je dirais, ouvre ses portes. Voilà.
Plus on est unis, mieux ça vaut, mais encore faut-il que nous ayons la même philosophie de l'action. Voilà. Un dernier témoignage, ce n'est pas une question, c'est un témoignage d'un adhérent belge résident, dit-il, dans notre beau pays de liberté, égalité et fraternité, mais qui reste quand même très étonné de ce refus de donner un droit à des personnes et dont ses beaux-parents ont choisi de partir dignement en Belgique. Alors, il est dessinateur et il propose de nous envoyer ses dessins, sachant que l'humour peut faire aussi avancer les choses. Donc, je le remercie au nom du conseil d'administration et nous attendons son dessin. Voilà. Et il nous souhaite bon courage pour la suite en France. Nous lui disons bravo, et ça me rappelle une remarque d'Yves Delocte, disant que tous les Belges aimaient aller en France, ce beau pays, mais que les Belges ne choisissaient jamais d'aller mourir en France. Voilà. Donc, il fait certainement bon vivre en France, mais pour mourir, ce n'est pas la même chose. Bien, écoutez, je crois que nous arrivons à la fin des questions. Donc, on va pouvoir passer à la conférence de François Galichet, que je vais me permettre d'introduire par quelques mots avant de lui passer la parole. Donc, François Galichet, vous êtes philosophe, ancien élève de l'École normale supérieure de Dulme, qui a formé des hommes politiques comme Jean Jaurès, Georges Pompidou et des philosophes tels que Henri Bergson, Jean-Paul Sartre et votre contemporain André Comte-Sponville. À l'issue de votre formation, vous avez choisi d'enseigner au Sénégal, à Dakar. Vous y êtes resté 13 ans avec votre famille et cela vous a permis d'intégrer les cultures africaines dans votre approche de la philosophie. Vous êtes ensuite revenu en France pour prendre un poste de professeur à l'Université de Strasbourg. Au cours de votre carrière, vous vous êtes intéressé de façon large aux questions d'éducation. En particulier, vous avez travaillé l'enseignement de la philosophie pour enfants. Vous avez animé de nombreux débats philosophiques dans des classes et cela a donné lieu à des publications sur les pratiques du débat philosophique en école primaire et même à la maternelle. Vous avez également publié des ouvrages sur l'éducation et la citoyenneté. Je crois que votre souci a toujours été de rendre la réflexion philosophique accessible à tous, indépendamment des savoirs universitaires. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre, Philosopher à tout âge. Alors, depuis quelques années, étant devenu un senior, vous avez également animé des ateliers Vieillir en philosophie, dont vous avez rassemblé les éléments dans un livre. Alors, la question que vous considérez comme très importante du choix de sa vie et qui nous concerne ce soir, vous a conduit à écrire un premier ouvrage, Mourir délibérément, dans lequel vous insistiez sur l'exigence d'une délibération personnelle, d'une réflexion approfondie. En effet, disiez-vous, le choix revendiqué de quitter librement la vie implique de pouvoir évaluer en pleine lucidité si elle vaut encore la peine d'être vécue ou non. Cette réflexion a également été nourrie par votre engagement auprès de malades en fin de vie. Vous les avez accompagnés dans cette phase difficile et délicate de questionnement et de mise en œuvre de cette ultime liberté. Vous avez d'ailleurs été récemment mis en examen, vous aussi, pour avoir transmis à certaines personnes qui vous le demandaient une adresse mail où il était possible de se procurer du pentobarbital. Poursuivant votre réflexion et partageant votre expérience d'accompagnement, vous avez écrit donc en 2020 un nouveau livre, Qu'est-ce qu'une vie accomplie, dont vous allez nous parler maintenant. Alors, dans un premier temps, par un exposé d'environ 25 minutes, et ensuite en répondant aux questions posées par tous ceux et toutes celles qui sont connectés à notre visioconférence. Donc, comme pour les interventions précédentes, nous vous remercions de nous adresser vos questions. François Galichet, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de pouvoir parler à des personnes qui sont convaincues de la justesse de notre combat.
Et je voudrais partir d'une remarque de Denis Labelle tout à l'heure qui disait que la mort et la vie renvoient l'une à l'autre, sont très intriquées l'une dans l'autre. Et ça explique pourquoi se demander qu'est-ce qui fait que ma vie est accomplie et que donc je choisis de mourir, selon la philosophie du choix, qui est aussi la philosophie, comme Denis l'a dit, de beaucoup de gens en France, hein, de 95% de gens en France. Donc c'est aussi réfléchir sur sa vie. Hein. On ne peut pas réfléchir sur sa mort sans réfléchir sur sa vie et se demander si elle vaut encore ou pas la peine d'être vécue. Alors, quand on parle de, en plus, nos adversaires, hein, combattent toujours notre cause, enfin nos idées, au nom de la défense de la vie, qui serait sacrée et qu'on n'aurait pas le droit d'interrompre ou d'abréger. C'est l'objection qui revient le plus souvent. Donc, je pense qu'il n'est pas inutile de se demander qu'est-ce que c'est que la vie, après tout. Quel est le sens du mot vie? Alors, bien entendu, il y a un sens qui est biologique. Hein. La vie, c'est d'abord un concept biologique, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens propre ou le sens strict. Hein. Les vivants, ce sont des êtres vivants qui se caractérisent par rapport aux choses inertes par un certain nombre de caractéristiques que les biologistes nous précisent. Mais quand on parle de vie, je pense qu'on parle aussi de la vie humaine. Hein. On parle par exemple de la vie culturelle, on parle de la vie sociale, de la vie intellectuelle, de la vie politique, etc., etc. Donc il y a aussi un sens figuré, métaphorique, pourrait-on dire, ou étendu de la vie. Et donc je crois que la première question qu'on peut se poser, c'est quel rapport y a-t-il entre ces deux sens de la vie, le sens propre, biologique, et puis le sens figuré, culturel, politique, artistique, etc., etc. Il y a évidemment des similitudes, il y a évidemment des analogies. Dans tous les cas, la notion de vie est synonyme de créativité, de fécondité, de diversité, d'un certain dynamisme, d'une certaine énergie. Mais il y a aussi un antagonisme entre les deux usages du mot vie. C'est-à-dire que la vie humaine a assez longtemps été conçue en opposition à la vie biologique. Je me référerai ici d'abord à la conception antique, à la philosophie antique, telle qu'analysée par exemple par Hegel, la philosophie antique et la culture antique se caractérisent par l'opposition de citoyens libres et puis d'esclaves. Qu'est-ce qui différencie les citoyens libres ou les maîtres des esclaves? Hegel dit, eh bien, c'est le fait que dans les combats, dans les guerres, les maîtres, c'est ceux qui ont préféré mourir plutôt que de devenir esclaves, plutôt que de se rendre. Hein. Et donc, d'une certaine manière, ils ont sacrifié leur vie biologique à un idéal supérieur. En revanche, les esclaves, c'est ceux qui se sont rendus et donc qui ont eu peur, hein, et pour qui la vie biologique est plus que tout et justifie tous les abandons, tous les renoncements, etc. Et donc après, toute la culture antique est modelée sur cette opposition entre ceux qui ont tout sacrifié à la préservation de leur vie biologique, hein, et ceux qui, au contraire, eh bien, on considérait qu'il y avait des choses supérieures à la simple conservation ou reproduction de la vie. Il ne faut pas oublier que beaucoup de philosophes antiques valorisent le suicide. Je pense à Sénèque, hein, pour n'en citer qu'un. Hein. Le suicide est considéré comme une pratique qui est non seulement autorisée, mais qui est même morale. Alors, pas n'importe quel suicide. Les philosophes antiques disent aussi qu'il y a des suicides par lâcheté. Hein. Il y a des suicides pour échapper à la douleur, et ça, ils le condamnaient plutôt. Aujourd'hui, nous avons une position qui est un petit peu différente. Mais Sénèque, par exemple, dit justement qu'il faut savoir se suicider quand il le faut, enfin qu'il est honteux de ne pas se suicider quand il le faut, plutôt, et qu'il est tout aussi honteux de se suicider quand il ne le faut pas. Donc, le choix du suicide, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, c'est quelque chose qui doit être décidé pour des bonnes raisons et non pas pour des mauvaises raisons. Et on voit donc que les philosophes antiques lient
très étroitement le suicide à la réflexion, à la délibération. C'est pour ça que dans le titre de livre que Annie citait tout à l'heure, j'ai parlé de mort délibérée, parce que le mot délibéré en français signifie à la fois quelque chose de volontaire, quelque chose qu'on décide, hein, je le fais délibérément, et en même temps, dans délibéré, il y a l'idée de délibération, donc de réflexion. C'est pour ça que moi, l'expression mort délibérée me convient assez bien, alors que mort choisie, ça peut être choisi pour de mauvaises raisons, éventuellement. Enfin, c'est une petite parenthèse. Au Moyen-Âge, pour aller très vite, on retrouve la même opposition. Qu'est-ce qui différencie les nobles qui étaient guerriers au départ de tous les autres, les paysans, mais même les bourgeois, etc., c'est que les nobles risquent leur vie. C'est-à-dire que les nobles, ce sont ceux qui sont capables de sacrifier leur vie pour défendre leur territoire, pour défendre ceux qu'ils ont en protection. Et en revanche, les autres, les paysans, mais même les commerçants, les bourgeois, etc., c'est des gens pour qui l'important, c'est de se conserver, en cultivant de la nourriture, en échangeant de la nourriture ou d'autres biens quand on est commerçant, etc., etc. Mais il y a d'un côté les gens qui sont dominés par le souci de la vie biologique, au sens biologique du terme, et puis il y a les gens qui sont capables de voir au-dessus de leur vie biologique, et ceux-là sont nobles. C'était la conception médiévale. On pourrait dire qu'on retrouve aussi dans le christianisme primitif cette opposition. Chez saint Paul, par exemple, oppose la chair, c'est-à-dire la vie biologique, qui pour lui est le siège de pulsions bestiales qui sont source de péché, et puis l'esprit, qui est supérieur à la chair et dont il faut s'affranchir. Mais là, c'est une question qui nous entraînerait trop loin, parce qu'après, je dirais que l'Église a perdu de vue cette distinction, et comme l'a rappelé Denis, aujourd'hui, les religions confondent, et c'est un peu le reproche qu'on pourrait leur faire, confondent justement les deux sens de la vie dans un seul concept mixte qui amalgame à la fois la vie biologique et puis la vie au sens métaphorique du terme, ce qui n'était pas le cas, encore une fois, des philosophes antiques. Alors, j'en viens maintenant, et je vais demander peut-être qu'on affiche la première diapositive, les différents niveaux d'évaluation de la vie. Qu'est-ce qui fait que je peux considérer que justement, il est temps pour moi de quitter la vie? Je répondrai en disant qu'il y a peut-être 3 registres qui sont à considérer. Là, je me réfère à un certain nombre de philosophies auxquelles je ferai simplement allusion, parce qu'en 25 minutes, on ne peut pas évidemment approfondir beaucoup. Il y a d'abord un certain nombre de philosophes qui parlent de la vie bonne, qui s'interrogent sur la vie bonne. La vie bonne, qu'est-ce que c'est? C'est une vie qu'on veut aussi parfaite que possible. L'idéal, c'est le bonheur, ou c'est aussi la perfection. C'est donc une certaine conception du bien. Alors après, chacun a sa conception du bien, qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Mais disons que je juge ma vie à l'aune de ce bien que je définis comme le bien supérieur ou le bien suprême. Des philosophes comme Aristote ou Nietzsche, entre autres, ont réfléchi sur ce premier point, autour de ce thème-là, et ce qui est opposé au sentiment d'avoir atteint une certaine perfection ou un certain maximum dans le bien, eh ben, c'est le sentiment opposé, c'est le sentiment d'inefficacité, le sentiment d'impuissance. Quand je ne peux plus rien pour le bien, peut-être qu'il est temps je peux me dire qu'il est peut-être temps pour moi de partir. Un deuxième registre dans lequel je peux m'interroger pour évaluer ma vie, c'est ce qu'on pourrait le domaine de la justice, le domaine de la vie juste. Donc la question que je me pose alors, c'est est-ce qu'il est juste que je continue à vivre? Donc dans ce cas-là, il ne s'agit plus de se relier au monde, de chercher le bien pour le monde entier, pourrait-on dire, mais de rechercher la justice dans la relation aux autres. Donc ce qui domine ici, ce sont les règles de la justice, de la réciprocité. Je vais me demander, par exemple, est-ce qu'il est juste que je vive? Est-ce qu'en continuant à vivre, je n'impose pas aux autres, par exemple à mes proches, des tâches très lourdes, des tâches humiliantes, des charges en quelque sorte qui leur pèsent beaucoup. Et donc finalement, en voulant vivre à tout prix, est-ce que je ne fais pas peser sur mes proches? C'est quand même une question que beaucoup de gens se posent quand justement ils décident de quitter la vie. C'est justement pour ne pas imposer à leurs proches
des choses qui seraient soit lourdes, pas seulement financièrement, mais même sur le plan, je dirais, de la dignité. C'est pas seulement nous qui trouvons indignes certains États, mais c'est aussi ceux qui aident, qui peuvent également ne pas souhaiter faire autre chose. Voilà. Donc, on est là dans le domaine de certains philosophes comme Kant ou Rawls se sont interrogés là-dessus. Et donc là, l'opposé de la justice, c'est l'iniquité, l'inégalité. S'il apparaît que continuer à vivre devient quelque chose d'injuste dans mon rapport avec les autres, eh bien, peut-être que je vais me dire, il vaut mieux que je parte pour ne pas imposer aux autres quelque chose d'insupportable et surtout d'injuste. Et puis enfin, il y a un troisième registre sur lequel je peux m'interroger pour estimer ma vie et me demander si elle est accomplie ou pas. C'est bon, ce qu'on appelle la dignité. On pourrait aussi parler de l'honneur. C'est pour ça que je mets vie digne ou honorable. L'honneur au sens un peu ancien du terme, au sens où Montesquieu ou le Moyen-Âge parlait d'honneur, ou les anciens parlaient aussi d'honneur. Donc, est-ce qu'il est honorable? Est-ce qu'il est digne que je continue à vivre? Donc là, on parle de quoi? Je dirais qu'on parle des conditions minimales d'une vie humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un animal, que je suis plus qu'un animal. Et donc, on est là dans une sorte d'autonomie, et bon, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées là-dessus, d'autonomie minimale. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question, qui fait que je peux estimer qu'il est indigne pour moi de continuer à vivre. Donc là, il n'est plus question du rapport au monde, ni du rapport aux autres, mais du rapport à moi-même. Et le sentiment qui me motive, le sentiment négatif qui me motive, c'est le sentiment d'indignité, le sentiment de honte. Si j'ai honte de vivre, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, il est temps de ne plus vivre. Voilà peut-être donc encore une fois les trois registres sur lesquels ou autour desquels peut se mener une réflexion sur qu'est-ce qu'une vie, est-ce que ma vie en quelque sorte est accomplie. Et bien sûr, ces trois registres sont totalement différents. Ce sont des valeurs différentes, ce sont des critères qui sont différents, et c'est pour cela que la réflexion sur la vie accomplie n'est pas une réflexion simple, c'est pas une réflexion en quelque sorte monobloc. C'est une réflexion qui articule plusieurs critères, plusieurs références entre lesquelles il faut arbitrer, et c'est pour cela que ici encore, je crois que le choix de décider de quitter la vie est indissociable d'une réflexion et donc aussi d'un accompagnement pour aider les personnes à réfléchir sur comment je peux estimer ma vie. Et je voudrais là, justement, je vais laisser ce point parce que peut-être dans la discussion, on le trouvera. Je vais maintenant arriver à la deuxième diapositive. Donc, la deuxième diapositive, si on peut la passer. Voilà, donc c'est sur la distinction, la question de l'accompagnement. Voilà, la question de l'accompagnement, voilà, c'est ce tableau-là. Donc, traditionnellement, c'est une distinction que nous possédons bien, mais nous savons bien que beaucoup de gens avec qui nous discutons ne la maîtrisent pas bien, la distinction entre euthanasie et suicide assisté. Alors, je la rappelle brièvement, mais surtout pour voir un peu sur le plan, je dirais, philosophique, qu'est-ce qui différencie l'euthanasie du suicide assisté. Alors, l'euthanasie, comme chacun sait, bon, la définition qu'on en donne le plus souvent, c'est que l'euthanasie, c'est la mort donnée par quelqu'un d'autre, en général un médecin. Bien sûr, la mort donnée par quelqu'un d'autre à la demande de la personne. C'est pour ça qu'on parle d'euthanasie volontaire. C'est une condition évidemment impérative que la personne soit volontaire pour demander qu'un médecin abrège sa vie. Donc, en général, et je parle ici surtout de la Belgique, puisque c'est la Belgique qui met en œuvre cette pratique, dans ce contexte-là, le critère essentiel, c'est la souffrance. C'est une maladie incurable ou une maladie qui ne peut, comme le disait Bernard Sonnet, que décliner, qui peut nous entraîner sur un déclin en quelque sorte irréversible. Et donc là, ce qui fait, je crois, qu'une société humaine, une société généreuse, reconnaît le droit à l'euthanasie, c'est justement, je dirais, la compassion. C'est ne pas faire souffrir inutilement des gens qui ne souhaitent pas souffrir. C'est tout un volet, je dirais, de notre combat. Et Denis a rappelé qu'ici, ce sont les directives anticipées qui sont essentielles, puisque c'est dans les directives anticipées que la personne exprime en quelque sorte son désir.
Et par conséquent, même si par exemple en Belgique, la décision est prise par un collège de médecins, en principe, les critères sont relativement clairs. Si la souffrance est importante, si la personne le demande de manière répétée, réfléchie, etc., ça ne se discute pas, on accepte finalement et on pratique justement la décision d'euthanasie. Dans le suicide, donc là, le critère, c'est essentiellement la souffrance physique ou la souffrance psychique, bien entendu. Quand je parle de souffrance, ce n'est pas forcément souffrance physique, ça peut être aussi la souffrance morale. Quand on parle de suicide assisté, on parle en général évidemment d'un acte qui est effectué par la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui boit une potion létale, c'est ce qui se passe en Suisse, ou qui actionne, Nathalie Andrews me l'a rappelé dans un mail il n'y a pas très longtemps, si elle est incapable de boire la potion létale, elle actionne une manette qui déclenche une injection, mais il y a toujours l'idée d'un geste volontaire accompli par la personne et que personne ne peut accomplir à sa place. Et là, il me semble que justement, ceux qui sont dans une optique, là je parle à partir de ma propre expérience à Ultime Liberté d'accompagnement des gens, les gens qui demandaient, et à Ultime Liberté, nous n'avons aidé que des suicides assistés, nous n'avons jamais pratiqué la moindre euthanasie. Je crois que ça doit être clair, mais je crois que c'est clair pour tout le monde. Et moi, ce qui me frappe dans ma propre expérience, je ne sais pas si elle rejoint celle d'autres personnes, c'est que justement, les personnes qui demandent un suicide assisté ou qui demandent à être aidées à être aidées pour effectuer un suicide assisté, en général, et je crois que Bernard Sénet le disait tout à l'heure, ils le font avant d'en arriver justement à quelque chose d'insupportable. Ils le font pour anticiper des douleurs ou une souffrance ou une injustice par rapport à leurs proches. Après, leurs motivations peuvent varier, mais ils le font avant d'être dans ces situations ultimes. Et moi-même, j'ai assisté, et d'autres accompagnants d'Ultime Liberté, ou d'ailleurs ont assisté, je pense que Bernard aussi, des personnes qui n'étaient pas encore dans une situation de mort à brève échéance ou de souffrance épouvantable, mais qui justement voulaient partir quand ils étaient encore debout, en quelque sorte. Ils le disaient, souvent ils le disent, je veux mourir debout. Donc je veux mourir avant d'être complètement accablé, en quelque sorte, par la souffrance, les difficultés, les handicaps, les invalidités, etc. Et donc c'est là que la notion de vie accomplie devient essentielle, parce que c'est là que se pose la question des critères qui vont faire qu'on va accepter d'aider quelqu'un à se suicider ou de ne pas l'aider. Parce qu'évidemment, une personne de 30 ans, en pleine santé, qui vous demande, ça nous est arrivé, qui nous demande de l'aider à se suicider, ça pose quand même moralement et d'un point de vue éthique des problèmes qui ne se posent pas pour une personne de 80 ans, même si elle est encore en bonne santé, mais pour laquelle il y a évidemment déjà une vieillesse qui s'approche, une vieillesse qui se fait sentir et qui peut peser déjà, même si la personne n'est pas encore handicapée ou souffrant de manière très visible. Et donc, c'est pour ça que dans le schéma, là, j'ai indiqué justement que ces critères, eh bien, ils peuvent être variables. On peut avoir des critères minimalistes. Certains, par exemple, à Ultime Liberté ou ailleurs, défendent l'idée que le suicide est un droit de l'homme, que par conséquent, toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, quelle que soit sa situation, a le droit de se suicider sans qu'on lui pose de questions, sans qu'on remette en cause son droit. Les seules deux choses qu'on peut vérifier, c'est que la personne, évidemment, est capable, c'est-à-dire qu'elle a son discernement. On n'accordera pas le suicide assisté pour une personne qui est confuse ou qui n'est pas capable de réfléchir son choix ou de l'argumenter, de le justifier pour elle-même et puis pour les autres. Et puis, bien entendu, le deuxième critère, c'est celui qui se retrouve partout. Il faut qu'elle soit volontaire. Il faut évidemment vérifier qu'elle est volontaire. Mais il y a un certain nombre de personnes qui disent, une fois qu'on a vérifié à la fois le discernement de la personne et sa volonté, eh bien, il faut accorder le droit au suicide assisté sans discussion, quel que soit l'âge. Encore une fois, même si elle est en pleine santé, on n'a pas à lui demander pourquoi. Il y a simplement des conditions minimales, celles que je viens d'indiquer.
En Allemagne, actuellement, se mène une réflexion tout à fait intéressante, puisque vous savez que les Allemands vont probablement, malheureusement, avant la France, voter pour une loi après les élections, puisque le tribunal, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a décidé que justement le droit de disposer de sa vie était un droit fondamental à tout âge, sans tenir compte des conditions de santé ou d'âge. Et par conséquent, les Allemands commencent à réfléchir sur justement les critères de cela. Et donc, le projet des Verts allemands, qui risque d'être au pouvoir après les élections, d'après ce que l'on dit, est un projet tout à fait intéressant parce qu'il n'est pas aussi minimaliste que celui que je viens d'indiquer. Hein. Il propose quand même qu'une personne qui demande à mourir expose d'abord par écrit ses raisons, donc pourquoi elle veut le faire, etc. Et, et deuxièmement, qu'une commission désignée par les Länder, donc par l'administration des Länder, de manière évidemment aussi démocratique que possible, hein, et comportant des personnes qualifiées, ça peut être des médecins, mais ça peut être aussi des psychologues, ça peut être des bénévoles d'associations, que cette commission reçoive au minimum 2 fois la personne pour expliquer pourquoi elle veut partir, pourquoi elle veut quitter la vie. Et donc, c'est cette commission qui, en définitive, dirait si cette personne est légitime à être aidée ou si on considère qu'elle n'est pas légitime à être aidée parce qu'elle ne remplirait pas les critères, donc qui ne sont plus seulement de discernement et de volonté, mais qui, vous le voyez, sont des critères qui sont plus flous, mais qui vont un peu plus loin. Et puis enfin, pour ma part, moi, je serais assez, et là je défends une position personnelle, assez centrée sur l'idée d'un accompagnement réflexif, c'est-à-dire que toute personne qui demande à mourir soit justement aidée. Alors j'ai parlé de triplette entre guillemets, c'est-à-dire il me semble que pour accompagner une personne qui demande à mourir, encore une fois qui n'est pas dans les conditions de l'euthanasie, c'est-à-dire de la souffrance, en gros la loi Falorni ou la loi belge si vous voulez, pour lequel là les critères sont relativement clairs et relativement indiscutables. Mais donc, on pourrait avoir une sorte de collège de 3 personnes. Alors, il me semble qu'on peut quand même garder un médecin parce qu'il y a toujours une dimension médicale dans ce genre de choses. Mais la deuxième personne pourrait être la personne de confiance, donc choisie par la personne demandeuse. Hein, et la troisième personne pourrait être un membre d'une association agréé ou reconnu, choisi aussi par la personne demandeuse. Par exemple, rien n'empêcherait que la personne demande que ce soit un accompagnant du choix ou d'ultime liberté qui serait la troisième personne. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de faire un collège de juges qui vont décider d'en haut si la personne a le droit de se suicider ou pas. Il s'agit plutôt d'un collège de personnes qui sont en sympathie avec les personnes, mais qui servent simplement à ce qu'elles approfondissent ces raisons de manière suffisante pour éviter les suicides impulsifs ou les suicides qui sont liés, par exemple, au harcèlement. Hein. On a eu récemment beaucoup d'exemples de suicides dans des entreprises, Orange, France Télécom, etc., de gens qui se suicidaient parce qu'ils étaient harcelés par leur chef. Hein. Et je pense que c'est ce genre de suicide-là qu'il faudrait quand même essayer d'éviter. Je pense aussi aux femmes qui se suicident parce qu'elles sont harcelées par un mari violent, hein, violent et quelquefois violeur. Hein. Donc là aussi, je pense que ce collège pourrait justement essayer de soutenir les personnes en difficulté pour voir si réellement, pour elles, mourir est, je dirais, quelque chose qui est profondément justifié et réfléchi de sa part. Voilà, voilà, c'est tout. Et puis, et je terminerai là-dessus, puisque je crois que l'horaire est atteint, bien entendu, et ça rejoint un petit peu le thème de mon livre, je pense qu'on pourrait dire qu'à partir d'un certain âge, alors sur lequel on peut discuter, la discussion portera peut-être là-dessus, ça peut être 70 ans, 75 ans, 80 ans, ou moins, ou plus, on pourrait considérer qu'à partir d'un certain âge, la vieillesse est en soi une raison suffisante pour décider de quitter la vie, et donc, une fois vérifié encore une fois
les deux conditions minimales de consentement, enfin de discernement et de volonté, considérer que l'acceptation serait automatique, en quelque sorte, serait de droit à partir d'un certain âge. C'est ce qui est proposé, par exemple, je crois, en Belgique ou aux Pays-Bas, qu'il y a un âge pour lequel le suicide assisté ou l'assistance au suicide serait en quelque sorte accordée sans discussion. Voilà. Alors, je m'arrêterai là parce que je crois qu'on est à peu près dans les horaires et bien entendu, je pense bien que ça peut susciter beaucoup de questions et peut-être de critiques ou de désaccords. Merci. Ah, je n'entends pas Annie. Son micro est désactivé. Ni Denis. Une première question au sujet de la position. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Une première question au sujet de la. Alors. Bon, oui, donc une première question concernant la position des Verts allemands. Oui. Où il est question, si j'ai bien compris, de recevoir la personne qui veut se suicider, de la laisser exposer ses raisons, de l'avoir en 2 entretiens. Est-ce que dans cette procédure, si on avait appliqué cette procédure à la personne dont vous avez parlé qui voulait se suicider parce qu'elle était dépressive, est-ce que vous estimez qu'elle aurait eu quelque sorte une chance que sa demande soit légitime avec cette approche des Verts allemands? Oui. Ah, je n'en sais rien, je ne vais pas répondre pour les Verts allemands dont je ne connais pas la position en détail. Je ne connais que ce que je vous ai dit en résumé, en la résumant. Mais effectivement, la question de la dépression est une question difficile. Parce que c'est vrai que dans certains cas, on peut dire que la dépression est une maladie et qui se soigne, et que les psychiatres peuvent soigner la dépression et que donc accorder le suicide à quelqu'un dont on peut penser qu'il peut être soigné par des médicaments ou par d'autres manières, c'est quand même, éthiquement, ça pose un peu des problèmes. D'un autre côté, et par exemple, je crois qu'en Suisse, la plupart des associations d'aide au suicide demandent un certificat d'un psychiatre qui atteste que la personne n'est pas justement victime d'une dépression au sens pathologique du terme. Alors, ceci étant, à Ultime Liberté, il nous est arrivé, enfin pas à moi personnellement, mais à Claude Ury ou à d'autres gens, d'aider à mourir des personnes qui étaient soit en situation de dépression, soit schizophrènes, entendant des voix, etc., donc qui avaient une maladie psychiatrique, mais justement qui en souffraient, dont les traitements n'avaient pas été efficaces, et donc les personnes qui les ont accompagnés ont estimé que même une maladie psychique peut justifier, dans certains cas, si elle est vraiment, encore une fois, impossible à guérir, à soigner, et qu'elle occasionne des souffrances intolérables et psychiques, justement, dans le cas, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas accepter ces raisons-là. La maladie n'est pas en soi un obstacle pour ça. C'est pour ça qu'il faut un accompagnement. Je crois qu'il n'y a que des accompagnants, là, qui sont en sympathie avec la personne, qui pourront juger si la maladie est une raison de surseoir à sa demande ou si, au contraire, on peut accepter sa demande, bien qu'elle soit psychiquement malade. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça de manière générale, ça dépendra des personnes, de chaque personne. Voilà ce que je peux répondre. Bien, alors, une personne très intéressée par cette réflexion sur qu'est-ce qu'une vie accomplie se demande finalement pourquoi, lorsqu'on aborde la question du choix de la fin de vie, on l'aborde toujours en mélangeant finalement avec des situations d'accompagnement de mourants. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'aborder cette question de le choix de la fin de vie sans qu'on soit, quelque sorte, presque à la fin de sa vie? Voilà. Alors là, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je pense que dans les médias,
justement, le problème est mal posé parce qu'en général, Denis parlait de débats, et on a quand même eu beaucoup de débats sur l'euthanasie ou le suicide assisté depuis 10 ans, hein, encore récemment à l'occasion de la loi, et presque toujours, ça tourne sur la question de l'hôpital. Ça se passe à l'hôpital et vous avez des soignants qui disent ben moi, nous à l'hôpital, eh bien, on voit très peu de demandes d'euthanasie parce que quand ils sont bien soignés, eh bien, finalement, ils ne demandent plus. Hein. Beaucoup de gens qui pratiquent les soins palliatifs, enfin, qui défendent les soins palliatifs au sens un peu de l'idéologie des soins palliatifs, l'idéologie palliativiste, ont cette thèse que finalement, il y a très peu de demandes quand on s'intéresse aux gens. C'est pour ça qu'on peut parler d'acharnement relationnel quelquefois, comme on parle d'acharnement médicamenteux. Hein. Et ce n'est pas étonnant. À l'hôpital, les gens sont tellement abrutis de médicaments ou éventuellement tellement accablés par des gens qui veulent les aider, qui sont dans la compassion, qui veulent avoir un accompagnement. Je pense à une association comme Jalmave qui, de ce point de vue-là, s'acharne souvent dans l'acharnement relationnel. Donc, ce qui fait qu'à l'hôpital, effectivement, c'est trop tard. Hein. Souvent, les gens ne sont plus en état réellement de réfléchir. Et c'est pour ça que la plupart des accompagnements que nous avons faits, aussi bien Bernard Senet que nous à Ultime Liberté ou dans d'autres contextes, ou à la DMD aussi, je sais qu'il y a des gens qui en ont fait, ou en dehors de tout contexte, comme je le disais tout à l'heure, c'est avant l'hôpital, c'est avant la situation extrême que les gens veulent justement décider de quitter la vie. Et c'est pour ça que c'est bien en amont de la situation hospitalière. Donc, je rejoins tout à fait l'intervention de cette personne qui dit qu'à l'hôpital, c'est trop tard, pourrait-on dire. À l'hôpital, on est dans la compassion, on n'est plus dans la réflexion. Oui, moi, je voudrais intervenir en disant qu'il y a eu une étude très intéressante qui a été faite dans les soins palliatifs en milieu hospitalier il y a quelques années, qui montre que les gens maintiennent, malgré les soins palliatifs classiques, leur demande d'euthanasie. Oui. Et c'est une étude intéressante. Je retrouverai l'étude. Elle est très intéressante parce qu'elle prouve en fait que les gens qui rentrent, que les soins palliatifs vont espérer reculer, enfin, empêcher de demander l'euthanasie, ça n'a pas lieu, c'est pas vrai. C'est une étude qui est très très intéressante. Merci. Alors, j'ai une autre question, justement. Quelqu'un considère que finalement, cette réflexion sur qu'est-ce qu'est ma vie accomplie, quels critères utiliser, vous avez évoqué des critères, mais sans rentrer dans le détail, y a-t-il des critères que l'on peut manipuler, si je puis dire, pour évaluer où j'en suis dans ma vie, est-elle accomplie? Un petit peu comme ce serait peut-être une réflexion que l'on se ferait périodiquement. Oui, alors dans mon livre, mais là je ne peux pas développer trop, j'ai essayé effectivement de proposer 5 critères qui permettraient en quelque sorte d'évaluer, alors je dirais la qualité de ma vie, pourrait-on dire. Donc des critères qu'on pourrait utiliser bien avant d'être en fin de vie, hein, et bien avant de songer à la quitter. Alors, je dirais, je les résume ici, hein, je ne vais pas les donner tous les 5, mais en gros, il y aurait d'abord, est-ce que dans ma vie, je peux maintenir une diversité d'expériences, une diversité de vécus suffisamment riche, c'est-à-dire quand même une vie qui est accomplie. Alors, le mot accompli a peut-être 2 sens. Hein. Je l'explique dans mon livre. On peut dire qu'une vie est accomplie quand elle est terminée. Hein. Je dirais une œuvre est accomplie, le devoir est accompli. Donc, l'idée d'accompli a un sens temporel dans ce sens-là et signifie que c'est terminé. Hein. Et puis, on parle aussi d'un homme accompli ou d'une femme accomplie. Hein. Et dans ces cas-là, le mot accompli n'a plus du tout un sens temporel, il a un sens, je dirais, d'excellence. Hein. Ici, un homme accompli, c'est un homme que l'on juge excellent, un homme qui a une valeur reconnue, même s'il n'est pas en fin de vie, et même s'il ne l'est pas du tout, pourrait-on dire.
Alors, moi, j'emploierais le mot accompli dans ce second sens. Hein. Et donc, je dirais qu'une vie est excellente ou se proche de la perfection si, d'une part, elle a une certaine diversité, si elle permet une certaine diversité d'expériences. Alors après, chacun juge de ce qu'il entend par cette diversité, c'est-à-dire peut-être d'un côté randonner, de l'autre côté aller au théâtre, de l'autre côté s'engager dans des expériences de bénévolat, de l'autre côté avoir une vie amoureuse encore riche, s'occuper de ses enfants. Enfin, chacun peut gérer cette diversité comme il l'entend et d'un cas à l'autre, ça change. Mais je pense qu'une vie, encore une fois, qui est proche de l'accomplissement ou qui est parfaite, eh bien, c'est une vie qui sait maintenir une certaine diversité des expériences, une certaine diversité des vécus. Un deuxième aspect, c'est ce que Paul Ricoeur appelle la narrativité. Il parle d'identité narrative. Ça veut dire, est-ce que je peux faire de ma vie une histoire qui soit mon histoire? Est-ce que je peux donner un sens à ma vie? Alors, ce n'est pas un sens religieux, hein, ce n'est pas un sens par rapport à un Dieu auquel je croirais ou je ne croirais pas. Ça peut être ça si je suis croyant, bien entendu. Mais quand Ricoeur parle de donner un sens à sa vie, ça veut dire en faire un récit, c'est-à-dire en faire pour moi quelque chose qui fait que ça évolue vers des fins, hein, des fins pas au sens d'une terminaison, mais au sens d'idéaux, de projets que je cherche à accomplir, que je cherche à réaliser justement, de valeurs que je cherche à réaliser. Donc, est-ce que ma vie peut avoir un sens dans ce sens-là? Je pense que si elle a cette narrativité, hein, si elle peut se considérer comme un récit, eh bien, elle peut continuer tant qu'elle peut se considérer comme un récit. Et puis, la troisième dimension que je verrais pour la qualité d'une vie, pour évaluer la qualité d'une vie, c'est ce que j'appellerais la réflexivité. J'en ai un peu parlé lors de mon exposé. Il me semble qu'une vie de qualité, c'est une vie qui est capable de réfléchir sur elle-même, hein, de se poser des questions à chaque instant sur pourquoi je fais ça, est-ce que je peux en rendre compte à moi-même et aux autres. Alors, ça peut se faire par la méditation, ça peut se faire par la réflexion, ça peut se faire par le débat avec d'autres, des conversations avec d'autres. Il y a 1000 manières de réfléchir sur sa vie. Ce n'est pas simplement de s'enfermer dans une pièce et de penser à rien d'autre. Hein. Mais je crois que la réflexivité est aussi un critère important pour juger de la qualité d'une vie en général et surtout de ma propre vie. Voilà quelques critères, mais on pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin, qui, pour répondre à la question, peuvent permettre à chacun de juger en quelque sorte. Et quand ces critères nous montrent que je ne réponds plus à ces critères-là, eh bien, il est peut-être le temps que je m'interroge pour savoir s'il n'est pas temps de sortir de la vie, hein, ou de quitter la vie. Alors, une personne voudrait aussi revenir sur la question de l'âge. Vous avez évoqué l'idée que la vieillesse pouvait être une raison suffisante pour quitter la vie. Ça semble permis en Belgique ou aux Pays-Bas. Pas pour l'instant, pas pour l'instant, mais c'est en débat. D'accord. Okay. Alors, disons que votre conférence a suscité une autre préoccupation d'accompagnement, c'est celui de la personne de confiance. Est-ce qu'il est, quand on ne peut pas avoir de personne de confiance, comment trouver, donc pas du tout d'accompagnement, même pas une personne de confiance, est-ce qu'il y a, à votre avis, des solutions alternatives? Alors là, je crois que vous de répondre, mais peut-être à Nathalie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Nathalie ou Denis sont peut-être plus qualifiés que moi pour répondre. Quand il n'est pas possible de trouver une personne de confiance dans son entourage, y a-t-il une solution alternative? Je crois que c'est l'occasion d'impliquer le médecin traitant. Hein. Oui. C'est la première personne qu'il faut essayer de stimuler. Alors, ce n'est pas toujours gagné d'avance. Hein. Les membres des associations sont souvent des personnes de confiance. Oui, si ça peut. Oui. Mais les médecins, moi je suis personne de confiance, je crois 250 personnes. J'ai accepté comme médecin ou comme ami d'être personne de confiance. C'est pas un engagement très enfin ça surcharge un peu la vie, mais pas trop. Nathalie, tu veux dire quelque chose? Oui, Nathalie. Nathalie. On ne t'entend pas. On n'entend pas. Micro, il faut activer le micro.
Voilà. Oui, je pense qu'au niveau d'une association, quelqu'un qui ne trouve pas de personne de confiance ou qui est totalement seul, hein, malheureusement la solitude ça existe, peut se tourner vers son association et demander si l'une ou l'autre personne dans sa ville ou dans sa région accepterait d'être sa personne de confiance. Mais effectivement aussi, parler avec son médecin, si celui-ci accepte, c'est une bonne solution. Ok. Alors, pour terminer, on revient à des questions pratico-pratiques qui ne concernent pas François Galichet. Je crois que le chiffre d'adhérents a mal été entendu, puisqu'on a entendu 300, donc c'est 1300. Et par ailleurs, une autre personne pose la question des sympathisants et des adhérents, faisant référence peut-être au fait que le processus d'adhésion est récent au choix. Donc peut-être Nathalie ou Denis, pourriez-vous repréciser le nombre d'adhérents, le nombre de sympathisants, pour remettre les choses en perspective? Oui, donc nous l'avons signalé tout à l'heure, nous avons parlé des personnes qui adhèrent et qui renouvellent aussi leur cotisation. Bon, à l'origine, il y avait des membres sympathisants ou membres historiques, comme on voudra les appeler, où là, nous approchons des 10 000 personnes. Et puis, il y a des gens qui, lorsque nous avons évoqué une cotisation, ont dit oui, nous allons adhérer. Donc, soutenir financièrement le choix pour développer nos actions. Alors là, effectivement, entre environ 10 000 membres historiques et 1300 adhérents, donc cotisants pour le moment. Il ne faut pas oublier que notre association est jeune, elle a juste 3 ans, et que le système de cotisation a uniquement été instauré il y a 1 an. Voilà. Donc, contrairement à d'autres associations qui sont plus anciennes et qui, de ce fait, ont, c'est logique, plus d'adhérents. Voilà. Moi, je voudrais ajouter que c'est aussi un point important, c'est le dynamisme de l'association. Une association n'est pas faite uniquement pour avoir des adhérents. Elle est là pour agir, pour répondre à la demande. Elle est là aussi pour travailler de façon collective. Et je crois qu'on peut dire que l'association fonctionne bien. Elle augmente régulièrement son nombre d'adhérents, mais en plus, elle travaille de façon, je dirais, saine et agréable. Et pour les militants, pour les adhérents, c'est quelque chose de très important de savoir que les choses se passent bien. Et moi, je suis très heureux, voilà, de travailler avec d'autres personnes dans une atmosphère détendue. Bien, je viens au terme des questions qui ont été posées. Donc, je vais redonner la parole à Denis Labelle pour la conclusion. Alors, je fais la conclusion. C'était presque dans la conclusion ce que je viens de dire. Moi, je voudrais d'abord dire merci à toutes les personnes qui sont là, qu'on ne voit pas, et c'est extrêmement désagréable de n'avoir aucun contact, mais vous êtes nombreux, très nombreux, je vois. Cela prouve que ces rencontres sont importantes et que nous allons les renouveler. La prochaine sera probablement en novembre, lors de notre Assemblée nationale. Donc, on peut se donner déjà rendez-vous à cette période. Je voudrais remercier François, on te remercie beaucoup pour ta conférence. Moi, j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que c'est un livre extrêmement intéressant. Je vous encourage à le lire. C'est un élément de réflexion. C'est très, très, très bien. Ensuite, je remercie les personnes qui ont organisé cette visioconférence. Annie, merci pour ton dynamisme. Voilà, ta façon d'organiser le débat, c'est toujours très, très bien fait. Nous avons besoin au niveau de l'association de volontaires. On travaille beaucoup, beaucoup. On n'a pas de permanent, on n'a que des bénévoles. Et on veut rester avec des bénévoles. Ça nous semble très important de garder cet état d'esprit. On voudrait développer l'implantation régionale dès que la pandémie se calmera. Nous viendrons vous voir dans les régions. Nous nous répartirons le travail à plusieurs, comme on le fait. Et je crois que c'est très important d'avoir ce contact direct. Nous, ça nous manque. Il y a beaucoup de demandes ici et là, et on ne peut pas y répondre actuellement.
On pense qu'à partir de septembre, les choses vont être beaucoup plus simples. La conférence sera sur YouTube, donc vous pourrez la revoir, nous revoir. N'oubliez pas d'aller sur le site du choix. Je trouve que c'est un site qui est bien fait et que Nathalie alimente en permanence avec tous les documents, avec nos actions. Vous vous souvenez, choisir mafindevie.org. Hein. Et puis, n'oubliez pas non plus de signer la pétition sur voilà, cette volonté d'avoir un référendum, même si elle est illusoire, hein, on n'est pas dupe, mais au moins ça montre notre volonté d'agir, notre volonté de faire quelque chose ensemble. Voilà, merci. Nathalie, tu veux rajouter un petit mot? Oui, mais effectivement, moi aussi, j'espère que la prochaine réunion, nous nous verrons, nous pourrons nous serrer la main même. Également, il y a peut-être des personnes qui ont écouté la visioconférence, mais qui n'ont pas eu de questions à poser, et qui vont peut-être en avoir ce soir ou demain après avoir réfléchi. Qu'elles n'hésitent surtout pas à nous envoyer un mail. Nous y répondrons volontiers. Et si ces questions s'adressent plus particulièrement à François Galichet, nous lui transmettrons bien évidemment. Donc, bien sûr, et j'y répondrai. Voilà. Et nous comptons sur vous. Je crois que nous faisons un tout. Nous avons besoin de vous et vous avez peut-être aussi besoin de notre action. Voilà. Ensemble, nous y arriverons certainement. Bernard, Oui. tu veux dire quelque chose à la… Moi, je suis très porté par l'association. Alors, je suis très, très, très heureux d'être très bien soutenu. Je pense, je vois enfin arriver, peut-être avec quelques années de retard, un combat que j'ai commencé il y a longtemps. Quand je dis un combat, c'était des témoignages, en fait. Et puis, j'espérais que ça irait plus loin et ça pas. Bon, ben voilà. Ça démarre. Ça aurait été bien si ça avait été il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Bon, ben, il est jamais trop tard. Et puis tout de même, nos voisins commencent à… Enfin, que la France reste avec l'Italie et la Pologne, le dernier pays européen où il n'y a pas de législation, ça, c'est tout de même un peu triste. Enfin, très triste. Voilà. Mais peut-être que s'il y a procès, ça pourra faire bouger les choses. Oui, j'ai réussi à faire sourire la juge d'instruction quand je lui ai dit que, effectivement, un procès serait intéressant. Elle a dit que j'étais la première personne mise en examen qui souhaitait avoir un procès. Voilà. Donc, c'était, je ne sais pas si pour François, ça a été oui, la même chose. Je lui ai dit la même chose. Et voilà. Elle a souri, enfin, elle était derrière un masque, donc je ne sais pas si elle a souri, mais en tout cas, elle a… Ça impliquera beaucoup de moyens, mais on saura les mettre en œuvre. Ça impliquera beaucoup de moyens, mais on saura les mettre en œuvre, grâce à vous tous. Moyens et beaucoup d'énergie. C'est une course de longue haleine, hein, parce que si on va jusqu'à un procès, un appel, une cassation, ça va certainement durer longtemps. On peut espérer peut-être que les députés et les sénateurs vont aller un peu plus vite que les juges. Nous verrons. Oui. Bien, on dit au revoir. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été si nombreux à nous écouter et à nous regarder ce soir. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà. Alors.